Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre webinaire RSE dédié à Vivatech, le salon ultra connecté de la semaine dernière. Et nous sommes heureux de passer cette heure avec vous. Alors vous nous voyez, vous nous entendez, mais nous on ne vous voit pas sauf sur le chat. Donc vous pouvez nous dire bonjour dans le chat, c'est toujours agréable. Et nous poser toutes nos questions. Nos experts y répondront volontiers. Je suis Thomas Tressac, je suis en charge de la com à la RSE d'Entreprise France et je suis pas venu tout seul, je serai votre animateur, donc je répondrai à toutes vos questions et je vous enverrai les slides cet après-midi et le replay également. Et du coup, sans plus attendre, alors on a un souci de connexion d'un de nos intervenants, mais en attendant, je fais de la part belle à nos intervenants présents sur. Et du coup, Julien, est-ce que tu peux te présenter avec nos experts? Bien sûr. Bonjour à tous, je suis Julien Rouzet, le cofondateur de Soft, une startup que je vous présenterai dans quelques instants, qui a eu la chance d'être hébergée pendant une journée sur le stand d'Orange à Vivatech. D'accord. Et du coup, Orange t'accompagne, je crois, hein. Tu es pas là par hasard. Abs- Absolument bon. Je serai, notre startup sera accélérée dans l'Orange Fab à partir d'octobre 2023, cette année-là. D'accord. On a déjà commencé, à vrai dire. Et tu es au cœur de la RSE, la transition énergétique, si j'ai bien compris. Absolument. Pour l'IT principalement. Je vous en parle dans quelques minutes. D'accord. Et Eric Faro, même si plus personne ne présente notre expert digital, tu peux te présenter quand même. Donc ouais, moi je suis un ancien d'Orange Business et je suis maintenant au sein d'Orange Innovation et j'essaye de faire le pont entre la recherche, l'innovation et le business sur des sujets comme la santé, les émotions et bien évidemment les réseaux du futur avec un terrain d'expression qui est l'e-sport. Donc se poser la question, notamment au travers des Jeux olympiques, mais pas que, puisqu'il y a l'héritage qui est derrière, de quels seront les usages de demain et donc quelles sont les infrastructures qu'un opérateur doit fournir pour répondre à ces usages avec un angle qui est de rester avec le minimum d'impact et de respecter au maximum nos engagements. D'accord. Et du coup, j'ai une petite question pour toi, Eric. Orange avait plus de 150 startups présentes au salon Vivatech. Donc du coup, c'est un écosystème d'open innovation. On travaille vraiment avec nos startups en mode incubation, on les finance, on les accompagne. Enfin, Bah, le dispositif d'Orange est vraiment complet sur le sujet, c'est-à-dire qu'on va depuis la partie identification et financement avec Orange Venture et d'autres structures comme celle-là, on est dans divers fonds. Et derrière, on va avoir de l'open innovation. Donc, nous avons des Orange Fab un petit peu partout dans les différents pays où Orange est présent, où on va identifier des startups sur des sujets qui soient des sujets opérateurs. Donc, pour nous, comment le métier de l'opérateur va évoluer dans le futur. Et on va aussi travailler sur des questions vis-à-vis de nos clients. Et vous le savez, on a des clients grand public et des clients entreprises. Donc, on va aller chercher des sociétés qui vont nous apporter de l'accélération ou des innovations qu'on va co-construire avec elles, c'est-à-dire qu'on va les accompagner, soit financièrement, soit en leur apportant de la puissance technologique, soit en leur permettant de poser leurs infrastructures sur les nôtres. Et donc, au final, potentiellement, soit avoir aidé une entreprise, soit avoir réussi à construire un business avec elle, c'est-à-dire avoir la capacité à construire des produits qui ensuite seront diversifiés vers le grand public ou le B2B. Donc cet accompagnement, il est vraiment de bout en bout. Voilà. merci Eric. Et je crois que Julien, tu parlais d'accélération par les Fab Labs. Le but, c'est de t'accompagner dans aussi bien dans le business model que le développement de la solution auprès de tes clients pour donner un coup de booster à ta startup, si j'ai bien compris. Enfin, C'est exactement ça. C'est à la fois trouver notre voie au sein du groupe Orange avec les clients, mais aussi nous aider à structurer certains aspects de la startup parce que Orange a une expertise là-dedans avec toutes les startups que vous avez déjà pu accompagner. et notre quatrième experte est arrivée. Bonjour. Donc du coup, elle arrive de Vivatech, en direct de Vivatech. Emmanuel, tu veux te présenter? Donc Emmanuel s'occupe de la RSE et de l'innovation pour DEF, donc la direction Entreprise France. On fait le B2B en France. Et c'est vrai que dans la partie innovation, nous, dans le B2B, on a aussi des gens qui se lancent, hein, des auto-entrepreneurs. Donc on essaye
aussi de faire naître des jeunes pousses, des gens qui vont vivre, enfin de donner l'envie à ceux qui n'auraient pas forcément, qui se seraient pas forcément vus comme auto-entrepreneurs, comme lançant leur entreprise. Donc ça fait partie de l'inclusion sociale, de l'inclusion numérique, de donner envie aux gens de se lancer. Donc on accompagne aussi j'appelle pas des startups, mais des baby startups. En tout cas, il y a des belles histoires qui existent suite au hackathon qu'on a pu organiser, par exemple. Ouais, et puis tu as un débat aussi sur les femmes à l'école, travailler avec les jeunes sur les maths et tout ça. Enfin, il y a Oui, un tout à enjeu fait. aussi de. T'as raison Thomas. Donc la partie femme est très importante, notamment dans le monde du numérique, hein, parce ça reste vraiment un monde masculin, ce qui est un problème pour les entreprises et notamment au niveau du recrutement. Donc il faut qu'on puisse attirer le plus possible de jeunes femmes dans les études scientifiques, parce qu'on sait que dans quelques années, en fait, si on n'a pas fait d'études scientifiques et notamment si on n'a pas la data, eh bien on aura un métier sur deux qui nous sera complètement fermé. Donc ça, généralement, quand je dis ça dans les classes de troisième, il y a pas mal de filles qui se disent, tiens, je vais peut-être changer mes options ou peut-être revoir un peu mes choix ou ce à quoi j'avais pensé pour les options et les enseignements que je vais prendre en première. Donc ça, c'est déjà ça de gagner. Et puis effectivement, pareil pour les startups de la tech. Même si là, à Vivatech, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de femmes, puisqu'il y a des femmes qu'on accompagne chez Orange, mais il y a toujours quand même, hein, ça reste quand même assez masculin. Ça se voit aussi dans les levées de fonds, qui sont bien plus pour les jeunes startups portées par un homme plutôt que celles portées par des femmes. Donc ça fait partie du plan. En fait, c'est tout avant l'accompagnement est fait par Orange Fab. C'est vraiment faire naître des vocations plutôt. Et puisqu'on. Et un truc qu'on peut rajouter, excuse-moi Thomas, c'est que Vas-y. on a aussi un travail avec nos collègues. C'est-à-dire que il y a certains de nos collègues qui font de la recherche, qui font de l'innovation, et puis à un moment donné se disent mais moi je voudrais prendre ce que j'ai fait chez Orange et en faire une société. Et là Orange accompagne ses collaborateurs dans une spin-off en fait, sortir d'Orange pour créer sa société. Il y a des gens qui font ça dans l'intelligence économique la veille. Il y a des gens qui ont fait ça aussi dans l'identité. Enfin voilà. Donc c'est vraiment, c'est un dispositif complet et c'est un mindset. C'est-à-dire que on a une responsabilité de par la taille de notre groupe, hein, dans tous les territoires, sur l'ensemble des sujets, de se dire comment est-ce qu'on peut favoriser le tissu économique. Parce que plus on fera en sorte que les gens utilisent correctement le digital de façon sécurisée, accompagnée, avec des entreprises qui ont compris la mission qui est la nôtre. Ça fait partie de notre ikigai, hein, c'est la raison d'être d'Orange, être le partenaire de confiance des usages digitaux sur tous les différents sujets en fait. Et en fait, quand on y réfléchit, et là ça oblige un peu à se projeter, mais on entend plein de choses négatives sur l'innovation et le digital. Mais en fait, c'est pas l'innovation et le digital en soi qui sont mauvais. C'est comment et par qui ils sont utilisés. Et donc, chaque innovation peut être soit un bienfait, soit un poison. Et donc, l'enjeu qui fait que c'est un bienfait ou un poison, c'est l'éducation. C'est d'apprendre aux gens comment bien utiliser le digital dans leur vie de tous les jours, dans leur travail, pour leurs mômes, mais aussi pour nos seniors. Et ça, c'est l'enjeu de notre entreprise. Et dans l'ensemble des choses que l'on fait, on s'est éduqué, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que l'ensemble des collaborateurs du groupe aujourd'hui suivent des formations sur c'est quoi l'impact, qu'est-ce que ça veut dire pour un opérateur, le mot impact, le mot RSE, c'est quoi, se dire que effectivement on n'a pas assez de jeunes femmes dans nos projets, c'est important. Mais pour qu'il y en ait plus, ça veut dire qu'Orange doit travailler avec les écoles, doit travailler avec les collectivités territoriales pour faire émerger dans les dispositifs d'éducation, de formation, puis d'emploi, ce bon usage. Et là, Je suis d'accord, vous Eric. comprenez vraiment le dispositif qu'on met en œuvre, Et, il est dans cette optique-là.
Et Pardon, je suis d'ailleurs, bavard. Orange, ouais, ça sera décompté de ton temps de parole après. Non, mais blague à part, en fait, on est sur Vivatech. Orange le fait déjà, en fait, Ouais. Eric, puisqu'on est dans Oui, le programme Femmes Entrepreneuses, on est dans les complètement. écoles, on a l'Orange Digital Center et les ateliers numériques pour les seniors et pour rapprocher les familles. Donc, il y a pas mal d'initiatives. Après, le changement, il est culturel. On vit à l'aube, pour moi, d'une révolution et c'est ce que je voulais vous partager sur Vivatech. Vivatech, pour moi, cette année, alors peut-être parce que on n'y était pas allé depuis 3-4 ans, c'était se retrouver en physique, enfin en réel, enfin voilà. Mais c'est quand même, moi j'étais assez bluffé et on parlait justement de samedi, je sais pas si tu as vu Emmanuel, mais il y avait une course au trésor par les enfants de et tu avais des enfants de 8 ans qui rêvaient d'être astronautes, d'être physiciens, d'être enfin et il y avait ce côté intergénérationnel qui est très sympa et ce côté démo avec des démos assez bluffantes et voilà, je vous parle pas de la venue d'Elon Musk qui a fait la ruée. Je crois qu'il fallait être à midi posté devant la queue pour voir toutes ces révolutions. Mais on sent vraiment que, en fait, c'est ce qu'on voulait partager avec vous. C'est ce salon, c'est assez extraordinaire. L'innovation technologique aujourd'hui doit être un vecteur de développement humain et économique durable et responsable. C'est-à-dire qu'en fait, Orange soutient l'entrepreneuriat à impact positif, on l'a dit, en participant au financement des startups, en accélérant, en intégrant les startups dans notre écosystème ouvert à l'innovation, API, Open Innovation. Et je pense que tu reviendras, Eric, après sur l'Open API, comment on a un système de plus en plus ouvert. Et on soutient l'entrepreneuriat au plus près des territoires et en favorisant l'inclusion numérique. Et tout ça autour de certaines thématiques ou territoires de marque, si vous voulez, propres à Orange, que sont la 5G, la fibre et le très haut débit, que sont le sport et l'e-sport. Et Eric, tu es bien embarqué dans cette galaxie sportive, sport et numérique, sport et innovation. Tout ce qui est cyberdéfense, cyberattaque, cybersécurité. On avait sur le stand Vivatech une safe zone pour apprendre à protéger nos enfants parce que vous savez que le cyberharcèlement, c'est vraiment une calamité. On a vu des suicides récemment de jeunes enfants, donc il faut vraiment que aussi on lutte contre ce fléau. Voilà, tout ce qui est du domaine de l'IA data, on va pas laisser la place aux GAFAM. Orange va aussi se positionner là-dessus. Et tout ce qui est RSE et femmes dans la tech, on l'a dit. Effectivement, et plus de 150 startups qu'on accompagne et travaillent avec nous qui étaient présents sur ce salon. Alors, ce salon, c'est quand même 150 000 visiteurs cette année, 405 000 visiteurs online, 11 400 startups, 2800 exposants et 450 speakers. Donc c'est quand même assez bluffant et du coup je vais vous afficher le document qui va bien. Voilà. Non. Voilà. Ouais, excusez-moi. Voilà, donc c'est bon, vous voyez bien. Voilà. Et du coup, Vivatech, c'est quand même assez bluffant. Donc ça, c'est les intervenants, on l'a déjà vu. Donc c'est le plus grand événement européen consacré aux startups et à la technologie. Vraiment, il y a eu des keynotes et des speaks. Enfin, moi, j'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu. Alors, j'ai bouffé son nom, le champion du monde de vélo en altitude. Comment il s'appelle déjà? Un petit instant. J'ai vu une présentation de Mouez Alassine chez nous. Je sais pas si t'en parles après, Eric, Ouais. en escrime en fauteuil qui prépare les Jeux Olympiques. Donc, vraiment une technologie au service de la performance sportive. Et j'ai vu également Clément Leroy, qui est 6 fois champion du monde du vélo statique, et qu'en fait, qui est tout seul sur son vélo, en train de faire de la voltige en équilibre avec le vélo statique, et c'était assez bluffant. Donc voilà des animations bluffantes. J'ai fait ensuite, alors je sais pas si vous avez eu le temps de tous les faire, Emmanuel, Julien, Eric, mais les casques VR aujourd'hui, c'est vraiment une expérience immersive et vraiment, on est passé de l'âge pour moi de la télé réelle en immersion totale avec prise de main, pouvoir faire des opérations. Enfin, c'est assez Ouais. bluffant sur les Un des innovations. sites les plus jolis là-dessus, c'était le site de Demain, en fait, Ouais, qui mélange en fait la VR appliquée au cas d'une marque qui a été inventée par une jeune femme. C'est de la cosmétique pour les femmes, bio, machin, truc. Et en fait, ils ont fait un travail. Il se trouve que cette femme est mariée avec un des plus grands designers mondiaux qui s'appelle Shafik Ghasmi. Et en fait, c'est le studio de Shafik qui a fait tout le stand et l'ensemble de l'expérience tout en VR. Donc ça, je pense que ça doit être encore accessible. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu ce stand, le stand qui s'appelle Demain, magique.
Il y avait également Red Bull qui présentait des solutions assez sympas. Et dans le divertissement, nous, sur le stand Orange, on avait des gens qui faisaient des montagnes russes ou des pistes de ski, voilà, et des émotions garanties. Donc, on, on- on est à l'aube où la technologie amène du ludique, de l'informatique, des changements culturels. Et tu disais le digital, enfin, bien maîtrisé, c'est une formidable expansion. Et je sais plus si c'est Elon Musk ou Chris Heidemann qui disait, mais l'intelligence artificielle est plus intelligente que nous-mêmes, que les humains aujourd'hui. C'est ça qui est à la fois effrayant et spectaculaire. Alors un truc que j'ai moins aimé, mais ça je vous le partage, hein, c'est il y avait un petit chien en animal de compagnie, en robot. Et moi, je suis désolé, mais ça me fait très peur, tous ces drones, tous ces robots, sur le mauvais usage qu'on peut en faire en Ukraine. Ou... Alors, Voilà, et ça remplace pas le côté le- affectif d'un animal de compagnie, quoi. Enfin, en voilà. fait, si tu veux, là-dessus, et je vais essayer de faire court, mais ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle l'affective computing. Le travail sur les robots, il y a un enjeu qui s'appelle le biomimétisme. Et en fait, les gens qui sont très avancés sur la robotique sont les Japonais, puisque leur population décline. Donc, ils vont avoir besoin de gens pour travailler, ils vont avoir besoin de gens pour accompagner les seniors, et il manque de gens. Donc, ils ont travaillé très tôt sur la robotique. Et effectivement, il y a un travail très poussé. Alors, la France, avec, comment elle s'appelle, Nathalie De Villers, des gens comme ça, travaille aussi sur cette problématique de robotique. Et ce que tu décris, en fait, c'est pas encore tranché. C'est est-ce que pour rassurer un humain, il faut que le robot ressemble à l'humain, ou est-ce que ça peut être juste un robot? Et attention, l'IA est pas plus intelligente que l'humain. Pour mémoire, il y a 4 labos dans le monde qui travaillent sur le cerveau, et aujourd'hui, ils sont au début du commencement de la compréhension du cerveau. Donc avant de parler à intelligence, il faudrait déjà comprendre comment fonctionne le cerveau humain, et après, on pourra peut-être dire que la machine le dépasse. Donc effectivement, les intelligences artificielles aujourd'hui ont des capacités qui sont bluffantes. La bonne question, encore une fois, c'est comment on l'utilise à bon escient. Moi, je vous donne un exemple. J'ai une gamine qui fait de la recherche. Elle a interdiction d'utiliser l'IA, enfin le ChatGPT dans sa recherche. En revanche, dans son apprentissage, ChatGPT est fantastique. Pourquoi? Elle fait du Python, donc elle prend son code en Python où ça déconne, et elle va le mettre dans ChatGPT. Et là, ChatGPT non seulement lui donne le bon code, mais en plus va lui expliquer la démarche. Et donc là, il y a un côté ou expérientiel qui est très positif, puisque vous créez de l'engramme mémoriel en donnant l'explication de la démarche. Donc, encore une fois, l'IA, ça peut être une catastrophe quand tu penses à Terminator, mais c'est aussi magique quand ta gamine vient te voir en te disant qu'elle apprend toute seule un langage et du code grâce à cette même IA. Mm. Je suis d'accord. Et un petit clin d'œil dans le chat, il y a Cécile Pfeiffer qui vous salue, hein, qui dit, il y avait aussi Mathias Dandois, champion BMX en 3D volumétrique. Donc ça, je l'ai Qui est loupé. venu sur le stand en plus. Faudra que je le revoie parce que j'ai loupé ce scoop. Merci Cécile. Donc voilà, donc on continue. Tu voulais peut-être dire un petit mot si Eric te laisse la parole, Emmanuel. Avec le micro. Non. Oui, non, mais effectivement, dans les startups, de tout ce qu'on voit, il y avait beaucoup de casques de VR, hein. Donc moi, j'y suis allée que samedi puisqu'on était toute la semaine pour des séminaires et l'Orange Business Tour de Marseille aussi juste avant. Donc le samedi, il y avait énormément d'attractions sur les casques de VR, donc ça fait partie des choses. Il y avait, moi, ce que j'ai bien aimé, tu as parlé donc moi, j'y suis allée en famille, tu as parlé des enfants, Thomas, une petite expérience toute simple de la poste avec des robots qui triaient le courrier. Bah, je trouvais que c'était très sympa parce que ça permettait d'expliquer facilement comment est-ce que ça marchait avec les codes barres, un lecteur optique et que tout ça marche de manière automatique. Donc, c'était très visuel et puis très sympa pour les enfants qui mettaient les lettres dans les trieurs. Bon, une expérience qui, pour des adultes, semblait banale, mais je sais que les enfants, ça leur a bien plu. N'hésitez pas aussi, on propose aux enfants de tout âge de faire des ateliers super codeurs et souvent ils adorent super coder avec nous et c'est une expérience enrichissante. Donc n'hésitez pas aussi, on a des ateliers super codeurs souvent. Ouais, tout Voilà. à fait. C'est quelque chose qui est important pour Orange, vraiment de montrer comment est-ce qu'on fait du numérique responsable. Et donc, il y a des cours de code avec Scratch ou avec des robots.
Alors là, sur le stand Orange, effectivement, on pouvait aller jouer à Fortnite et puis découvrir ça, c'est super important. On est aussi en train de lancer sur le thème un dialogue partie prenante sur quel monde numérique on veut pour nos enfants. Donc ça, c'est vraiment un thème de responsabilité, de RSE. Enfin, c'est très important. Qu'est-ce que tu parlais du cyberharcèlement? On avait développé l'année dernière l'application 3018, qui est une application pour dénoncer le harcèlement. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut vraiment aider tous les enfants. C'est un thème, effectivement, le numérique, il y a plein de bienfaits et plein de sujets vraiment à regarder. Alors moi, j'étais super fière aussi parce que effectivement, pour nos lauréates de hackathon, donc on a eu 9 hackathons Hello Woman, Woman in Tech, qui ont eu lieu partout en France métropolitaine. Et donc, les lauréates ont pu avoir un stand. Alors, il y avait une grande lauréate. Je te coupe, Ouais, Emmanuel, on y revient juste après. Ouais. Ça marche, ok. Voilà. Juste, je vais prendre un peu l'avis de notre ami Julien. Est-ce que Julien, tu as eu le temps de faire, au-delà de tes démos, de voir l'ambiance du salon, quelque chose qui t'a bluffé, un coup de cœur Alors, malheureusement, non, pas du tout. On a eu 3 jours extrêmement intenses. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est bouillonnant, c'est foisonnant. Il y a plein de choses super intéressantes. Il y a des choses, moi aussi, qui me laissent un peu perplexe sur l'utilisation de la tech. J'y reviendrai sûrement dans mon pitch où nous, on est plutôt sur l'emploi d'une tech raisonnée. Mais par contre, c'est vraiment un endroit assez incroyable, un moment assez incroyable à vivre de participer à cet événement. D'accord. On revient vers toi très rapidement. Donc du coup, vous avez vu une forte présence d'Orange à ce salon avec un grand hall sur la technologie avec nos startups, nos lauréates women des hackathons et un salon. Vous savez, Orange est partenaire des JO de Paris des JO olympiques, Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et de la Coupe du monde de rugby. Et du coup, on avait tout plein d'innovations sur le sport sur lequel Eric reviendra après. Donc, de fortes présences sur le stand, des démos et tout ça. Et quelque chose qui m'a bufflé, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le Solar Airship One. C'est un tour du monde en dirigeable sans escale, sans coupure et sans émission de CO2 en une vingtaine de jours. Donc, c'est en train de se préparer. Orange va travailler sur la data IA et a signé un partenariat. C'est Elisabeth Chungi qui a annoncé ça à la presse. Et c'est vraiment passionnant parce qu'on va suivre la data. Donc, on n'a pas trop le temps aujourd'hui, mais je vous ai mis un petit lien sur la vidéo de présentation en bas du slide. Donc, je vous inviterai à le regarder. C'est vraiment bluffant comme expérience et ça rappelle un peu les pionniers de l'aviation, vous savez, du 19e siècle au début où on essayait de voler avec nos moyens en planeur. Et là, effectivement, l'hydrogène, enfin, c'est un enjeu pour tous les transports aériens de demain. On parle souvent d'empreinte carbone et on est nombreux à limiter nos déplacements en avion de ce fait. Voilà, mais il y a des solutions qui existent et on est en train d'y réfléchir. Voilà. Après, attention à comment tu fabriques l'hydrogène, Thomas. oui, ça c'est un autre débat, oui, je sais. Mais après, on a dit qu'on n'en parlait pas, Emmanuel. Après, l'énergie renouvelable, c'est un vrai débat et je pense qu'on pourra faire un sujet avec EDF, Engie et tout. C'est un vrai débat. En plus, après, beaucoup de startups, donc je vous épargne le détail, mais beaucoup de startups sur la transition énergétique, voilà, qui sont également accompagnées soit par Orange Business, soit par Orange Innovation ou Orange Silicon Valley, puisqu'on recevait des startups à Silicon Valley. Donc, vous avez pas mal de choses sur l'évolution énergie, sur l'énergie. Vous avez également la solution Smart Eco Energy d'Orange qui vous accompagne sur cette transition énergétique. Voilà. Ensuite, beaucoup de solutions sur le Green IT autour de l'IA et on est en train de préparer un webinaire en ce sens avec Emmanuel, donc on y reviendra, sur effectivement comment l'intelligence artificielle va nous aider à nous donner des indicateurs pour être vraiment dans une logique de plan d'action de décarbonisation pour accélérer et atteindre ce net zéro carbone dans le futur. Beaucoup de solutions de fermes, vous savez, fermes écologiques, enfin le domaine, on avait fait un webinaire avec Mathias Hermann là-dessus. Tout ce qui est domaine agricole, tout ce qui est agriculture, on est en train de repenser le modèle avec une logique de smart agri, de ferme solaire. Enfin voilà, il y a vraiment des stands, des évolutions sur. J'ai vu des solutions, un stand au Maroc aussi. Enfin voilà, pas mal de solutions pour repenser l'agriculture.
Vous savez qu'il y a le problème de l'eau aussi, on y reviendra, je pense, l'année prochaine. L'eau de la sécheresse, comment, voilà, c'est un vrai sujet. Donc, tout ce qui est énergie, climat, avec des réflexions. Et la RSE, c'est effectivement pas que l'environnement et pas que, même si c'est déjà beaucoup la transition énergétique, mais c'est également tout ce qui est changement de façon de travailler, donc avec des startups qui travaillent sur le coach mobilité, sur effectivement tout ce qui est covoiturage, tout ce qui est voilà, tout ce qui est inclusion numérique dans les relations humaines et les ressources humaines. Donc pas mal d'innovations, voilà. Et du coup, un champ des possibles. Et je dirais effectivement, la RSE ressort pas toujours comme. On va pas se dire, je vais voir des startups RSE forcément, mais en fait, tous les moyens contourent avec un environnement durable et la notion d'héritage et de patrimoine. Et en fait, c'est assez nouveau. Maintenant, on réfléchit vraiment au recyclage, à la réparabilité de nos équipements et à l'héritage patrimoine et culturel qu'on va laisser. C'est la première fois que enfin, je sais pas, je partage avec mes experts, avec vous, que j'entends parler de la réflexion sur des piscines municipales, sur l'eau, sur la gestion des eaux avec le sujet des bassines, mais également de qu'est-ce que je fais des stades que je vais créer pour les Jeux Olympiques après. Est-ce que je la redonne aux citoyens? Est-ce que j'en fais un club sportif? Enfin, voilà, il y a des vraies réflexions sur l'héritage et le culturel. Bon, voilà. Le point clé de ça, c'est une réflexion qui est globale. C'est de se dire, on ne peut plus aujourd'hui faire notre métier sans avoir collectivement la réflexion de l'impact. Et cet impact, encore une fois, on peut planter des arbres, hein, mais enfin, si tous on doit planter des arbres, Mars suffira pas, quoi. Donc c'est pas ça la solution. Donc nous, on s'est penché sur d'abord comment est-ce qu'on peut optimiser nos pratiques. Donc c'est effectivement comment on recycle, avoir du design qui prévoit depuis le départ cette idée de recycler. Mais ça va être aussi de se dire bah, comment est-ce que parce que je vais automatiser dans mes réseaux, parce que je vais pouvoir mettre de l'intelligence artificielle qui gère de l'automatisation, je vais pouvoir améliorer les parcours des paquets, tout bêtement. Et ben rien que ça permet de consommer moins. On va se poser la question sur, bah, dans un stade, on installe une infrastructure. Bah, quand vous sortez de votre chambre, vous éteignez la lumière. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur nos infrastructures dans le cœur de réseau, là où on le fait dans l'industrie? Et c'est se poser la question pour nous, pour notre métier, mais aussi quand on travaille avec un industriel, de lui expliquer comment, grâce aux technologies, on va pouvoir contribuer soit à l'économie, soit à améliorer les processus, soit à inventer des nouvelles façons de travailler. Et c'est cet enjeu-là qui est vraiment l'enjeu du RSE du futur et de comment est-ce qu'on va travailler tous ensemble pour nous, pour nos clients, et puis pour nos concitoyens. Et puis là, soyons fous pour la planète. Merci Eric, ouais, excellente transition. Et Merci. du coup, je voulais passer à notre invité d'honneur sur Soft. Donc du coup, Julien, à toi la parole pour nous expliquer en quoi Soft va changer notre environnement et on prendra. Eric. Voilà. C'est ça. Coup, il faut y croire. Ça marche. Alors, voilà. Merci pour le passage de relais. Et ben donc, enchanté et ravi de pouvoir vous parler de Soft pendant quelques minutes sur ce webinaire d'Orange. Donc moi, c'est Julien Rouzet, je suis l'un des cofondateurs de Soft. Soft, c'est une solution qui est aujourd'hui accélérée à la station F à Paris, notamment dans le programme de la BNP. Nous nous adressons particulièrement, donc c'est une solution SaaS, je vous en parle juste après, qui est dédiée aux entreprises, plutôt on va dire des entreprises médias et des grands groupes. Et tout ça donc sur une verticale vraiment IT. Nous, ce qui nous intéresse, c'est décarboner l'IT. Si on peut passer à la slide d'après, s'il vous plaît, et celle encore d'après, le problème. Voilà. Alors, quel est le problème qu'on veut traiter aujourd'hui? La pollution digitale, ça concerne environ, enfin ça a été chiffré environ 4% des émissions globales. 4% des émissions globales, c'est environ le double de l'aviation civile. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en France, ça représenterait 2,5% des émissions globales et 11% de la consommation totale d'électricité du pays. Donc c'est vraiment colossal. Pourquoi c'est moins en France? C'est 2,5% en France versus 4% dans le monde. C'est parce qu'on bénéficie d'une énergie très décarbonée grâce au nucléaire, hein, qu'on le veuille ou non, ça reste une énergie décarbonée. Donc voilà, c'est pour ça que l'impact est moins fort chez nous, mais ça représente quand même une proportion de consommation d'électricité qui est non négligeable. Et si on ne fait rien,
eh ben, en 2030, ça sera plutôt 10%. Donc nous, on a choisi, et Thomas, si on peut passer à la slide d'après, nous, on a choisi donc de venir adresser les entreprises. Parce que les entreprises aujourd'hui, elles ont une vision de l'IT qui est une vision, on va dire, tridimensionnelle, avec la vision performance, évidemment. Aujourd'hui, ADSI fournit un service aux collaborateurs, aux employés d'une organisation. Donc, il y a la perf. Ensuite, il y a la sécurité pour éviter tout ce qui est cyberattaque et pour assurer l'intégrité des données et de la valeur de l'entreprise. Et évidemment, on ne passera jamais à travers la vision budgétaire, la vision coût. À ces trois dimensions vient s'ajouter aujourd'hui la dimension environnementale, la dimension Green IT. C'est-à-dire que dans le nouveau paradigme, dans la façon dont nous, on demande aux entreprises maintenant d'envisager leur système d'information, on vient ajouter cette brique-là de l'environnement. Donc voilà, il faut vraiment ce côté tridimensionnel qui devient quadridimensionnel dans l'aspect de gestion d'un système d'information. Si on passe à la slide d'après, comment on fonctionne, nous, en tant que software dédié aux organisations. La première chose qu'on s'est dit, c'est faire un bilan carbone épuisant. C'est souvent, ça paraît être comme une perte de temps, c'est vraiment chronophage. Et pourquoi? Parce qu'on demande à tout un tas de personnes d'aller chercher tout un tas d'informations auprès de tout un tas de fournisseurs. Nous, on a la chance d'être spécialisé donc sur cette verticale IT, une verticale IT qui est elle-même est donc très digitale par essence, et donc on va venir se connecter directement à cet environnement, au système d'information des entreprises. Et donc, ça va concerner le cloud, ça va concerner les outils d'inventaire, ça va concerner les outils de surveillance, etc. Pour nous retirer des métriques d'activité, donc au niveau le plus fin de ce qui se passe réellement dans le système d'information, et venir donc fournir une mesure dynamique, une mesure de l'empreinte environnementale du système d'information de l'entreprise. Cette mesure dynamique, elle nous permet, nous aussi, finalement, de dessiner une trajectoire de décarbonation tout en ayant cette vue dynamique. C'est-à-dire que demain, si vous changez quelque chose dans vos pratiques et quelque chose de vertueux, on va voir que votre courbe, votre trajectoire qui était sur une partie, on va dire, c'était sur une tendance ascendante, va potentiellement commencer à devenir plus plate, voire à redescendre. Si par exemple, vous déplacez des infrastructures d'Allemagne en France, comme l'énergie est beaucoup plus décarbonée en France, vous allez vraiment réduire de manière très drastique vos émissions. L'objectif à terme, c'est de venir donner aux équipes du DSI des actions contextualisées et intelligentes à mener pour décarboner l'IT. Donc, c'est vraiment venir, on va dire, inclure de l'intelligence artificielle au sein de cette plateforme, au sein des données qu'on collecte, pour venir fournir des recommandations. Si je continue sur la dernière slide dont je voulais vous parler. Ah non, bah c'était fini, très bien. Donc, en quelques mots, aujourd'hui, en France notamment, ce qu'on va identifier comme étant la majeure partie de la pollution environnementale, c'est la fabrication de nos téléphones, c'est la fabrication de nos ordinateurs, c'est la fabrication de nos serveurs. Pourquoi cela? Parce que la fabrication de tous ces équipements demande de l'extraction de minerais, généralement très loin à l'étranger. Pour cela, il va falloir déjà utiliser des engins très énergivores. On va avoir un procédé de transformation qui est en partie chimique et qui consomme aussi beaucoup d'eau et encore une fois beaucoup d'énergie. Et tout ça, donc, pour vous dire qu'un ordinateur, en moyenne, avant d'arriver posé sur votre bureau, il a déjà 250 kg. Donc, une des pistes majeures à poursuivre dans une organisation, c'est prendre soin du matériel et donc prolonger la durée de vie du matériel. Et ça va être pareil sur tout ce qui va concerner ensuite les serveurs, les smartphones, etc. Puis dans l'usage, c'est s'assurer que ce qu'on utilise, on en a vraiment besoin, c'est utile, c'est utilisable et utilisé, et aussi donc bien dimensionner les choses qu'on utilise, donc notre infrastructure, nos équipements, ne pas suréquiper, ne pas se surdimensionner. Donc voilà, ça va être souvent des choses quand même qui sont liées à du bon sens, mais qui sont rapidement oubliées parce que dans le cloud c'est facile, parce que commander un PC dans une organisation c'est facile, mais on ne se rend pas toujours compte de l'impact environnemental de nos actions. Donc Soft propose d'apporter cet éclairage au DSI pour mieux comprendre l'impact de nos actions dans le monde digital et donc quel est son impact dans le monde réel. Et aujourd'hui, on travaille avec quelques grands groupes et je finis juste sur effectivement. Donc aujourd'hui, on travaille avec quelques grands groupes et quelques ETI. Nous, on a été créé il y a 1 an et demi
Donc, on va bénéficier de l'accélérateur Fab d'Orange à partir de septembre-octobre pour justement accélérer notre croissance avec un groupe qui sait parler d'innovation et d'IT. Et est-ce que tu peux dire, à ton avis, pourquoi Orange s'intéresse à ton entreprise et pourquoi on a décidé de t'accompagner? Absolument. En fait, il s'avère déjà qu'auparavant, on avait eu quelques touches avec le groupe Orange, enfin avec des entités du groupe Orange, parce que ce sont des choses qui touchent le groupe Orange. Il y a déjà beaucoup d'initiatives. Il y a des profils qui sont extrêmement experts dans les équipes d'Orange. Donc, en fait, concrètement, c'est le changement de paradigme. Moi, je trouve qu'Orange est une entreprise qui l'a bien intégré en mettant l'aspect environnemental dans la conduite de ses activités. Et il y a évidemment des synergies parce que vous avez une activité IT qui est forte, une activité réseau qui est forte. Et donc, on peut être un faire-valoir à un moment sur la conception même de vos produits ou de vos services numériques. C'est ça. C'est qu'en fait, pour Orange, c'est important de voir comment des entreprises comme ça sont capables de travailler sur l'outillage de ces différents calculs, de cette compréhension de cette notion d'impact. Et ça a un sens pour nous. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on doit répondre à des aspects légaux qui nous obligent à faire attention à notre impact, à comment on fait les choses, etc. Et donc, dans ces aspects légaux, on nous demande de faire des calculs. Or, vous le savez, on n'est pas une entreprise d'avant-hier, donc il faut faire du reverse engineering de beaucoup de nos process pour aller se plugger dessus. Est-ce que ces process étaient apaisés? Tout à l'heure, Thomas en a parlé. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont connectables? Sinon, il faut travailler là-dessus. Et effectivement, rien que ça, c'est un énorme boulot. Donc, avoir des entreprises... Attends, 2 secondes, je finis juste cette phrase. Avoir une entreprise qui fait le travail au-dessus, chapeau, de concaténer l'ensemble de ces données va servir Orange pour le métier d'Orange et ça va servir aussi pour nos produits parce que nos entreprises clientes ont les mêmes demandes. Donc de comprendre quel est l'impact de ce qu'ils achètent. Pardon. Ouais, je suis désolé Eric, mais moi je suis le gardien du temps, j'ai le mauvais rôle. Du coup, Julien, je te remercie beaucoup. J'ai plein de questions, mais on les prendra en off et il n'y en a pas dans le public, donc ça a dû être assez clair. Moi, j'aimerais que tu reviennes avec nous sur le scope 3, sur est-ce que les entreprises que tu accompagnes, elles sont vraiment passées à l'action, parce que en fait, ce que je comprends, c'est un modèle de gouvernance avec des indicateurs partagés, des autres KPI partagés. Donc, ça veut dire que tout le monde dans la boutique, chez tes clients, qu'on ne peut pas citer, tes clients de 440, ils sont tous mis d'accord sur une gouvernance commune et partagée. C'est ça le vrai défi, en fait. Le premier challenge, c'est celui-là, et se mettre d'accord c'est exactement ce que tu dis, c'est la gouvernance. Et ensuite, c'est le passage à l'action et la redescente des objectifs en action mesurable et mesurée, et pour ensuite continuer à assurer cette trajectoire de décarbonation. D'accord. Merci Julien. Je crois que tu es sur un salon, donc si tu nous quittes, on t'en voudra pas. Voilà. Merci à très bientôt. Merci. Au revoir. Du coup, on accélère parce qu'il est 39, excusez-moi. Et du coup, Emmanuel, c'est à toi de parler de nos lauréates hackathon Hello Women. Tout à fait. Alors, les hackathons Hello Women sont ouverts à tous. Alors, ils s'appellent Hello Women et Women in Tech parce que ce sont des actions sur lesquelles Orange, on veut avoir justement de l'impact. Et puis, comme on est une marque connue, si jamais on peut justement montrer que les femmes sont bienvenues, mais ils sont vraiment ouverts à tous, aux hommes comme aux femmes. Donc, on était super contents de pouvoir accueillir, d'avoir des places pour des stands à Vivatech. Donc, il y avait, alors, il y en a une qu'on ne voit pas là, qui avait carrément un pod à elle, pour elle, toute seule, qui s'appelle Venovia et qui avait un pilulier connecté. Sinon, je peux vous parler donc des trois que nous voyons ici comme jeunes femmes. Donc, parmi, il y en a, il y a Joanne Randriana Rivello qui, elle, alors non, c'est pas tout perdu au récit. Si tu peux passer peut-être vers Hello Récit. Ouais, j'ai fait à l'inverse. Ouais, voilà. Qui est aussi femme entrepreneuse, donc qui est aussi accompagnée par Orange. Donc ça date d'avant ChatGPT, mais elle utilise aussi ChatGPT. Donc à partir de quelques questions, en fait, elle va pouvoir écrire un livre de votre vie. Donc ça peut être, ça part vraiment de quelque chose de très humain, hein, quand on voit nos aînés parfois perdre la mémoire, perdre l'usage de la parole, des liens. Donc on se dit que c'est peut-être un petit peu un peu dommage de pas avoir
des bons souvenirs, des belles choses. Donc, Elle récit, c'est vraiment, c'est comme un cadeau qui permet de recueillir avec quelques questions, de recueillir donc des témoignages, et à partir de ça, ça crée un livre. Donc c'est de l'intelligence humaine et aussi de l'intelligence artificielle. Et donc il y a déjà plusieurs ouvrages qui ont été créés comme ça, et donc ça permet vraiment d'avoir un beau moment familial, on va dire. Si tu veux passer aux autres. Eria. Alors, Eria et Tout Permis étaient sur le même stand, et effectivement, contrairement à Venovia qui avait déjà son entreprise de créer, Tout Permis et Eria, ils sont vraiment ce que j'appelle, moi, des baby startups. Alors, pour elles, c'était vraiment l'éclat total pour elles l'auraient si aussi, mais d'être à Vivatech. Enfin, franchement, elles y croyaient pas. J'ai eu plein de messages en me disant, mais vraiment, Emmanuel, on est tellement heureuses, jamais on aurait pu penser pouvoir montrer ça. Donc, Eria, c'est vraiment pour améliorer la qualité de vie des familles monoparentales, et notamment une mise en relation pour pouvoir faire de la colocation. Donc ça, c'est un modèle, justement. On sait que dans la façon de vivre, il va falloir souvent, on peut pas, avec zéro artificialisation des sols, et c'est une super loi, on va pas construire de plus en plus de logements, sachant que même si on regarde le nombre de logements vides, en tout cas pour Paris, quand j'avais fait la nuit, c'est la nuit de la solidarité, en fait, il y a plus de logements vides que de personnes qui dorment dehors. Donc, voilà. Donc, en revanche, c'est pas toujours facile de trouver de la location. Enfin, la coloc, ça marche bien pour les jeunes, mais donc là, c'est pour les familles monoparentales. Donc, c'est vraiment un super concept qui permet, que je trouve joyeux aussi. C'est intelligent, et c'est tout simple, et très joyeux. Et puis, si tu veux passer sur Tout Permis. Et donc là, Tout Permis, c'est très simple, c'est pour passer le permis de conduire, mais lorsqu'on a un handicap. C'est vrai que le deuxième grand sujet côté Orange, et qu'on est en train de structurer, parce que le sujet handicap, c'est un sujet très complexe, qui peut avoir un lien évidemment avec la partie recrutement, parce que c'est important d'avoir des gens en situation de handicap qui puissent être accueillis chez Orange. Et donc, vraiment, nous, c'est avec grand plaisir qu'on accueille toutes les personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi le handicap au niveau de l'accessibilité, donc s'assurer que tout ce qu'on met en place est accessible, soit de manière physique quand il s'agit de nos boutiques, soit de manière digitale, l'accessibilité numérique. Donc, c'est vraiment aussi un énorme sujet. Et puis, Orange, c'est aussi des solutions pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a beaucoup de solutions. Je pense à une qui s'appelle Roger Voice, qui permet, par exemple, pour les personnes avec un handicap sonore, d'avoir tout de suite visuel, d'avoir tout de suite l'information. Donc, Tout Permis, en fait, on se rend compte que quand on passe le permis de conduire, si on n'est pas exactement dans la norme, donc, et personnes sans handicap, alors c'est pas considéré sans handicap, c'est pas facile. Donc l'idée, c'est vraiment à la fois de former les auto-écoles pour qu'elles puissent accueillir toutes sortes de handicaps, et puis, d'un autre côté, donner le nom des auto-écoles qui sont justement formées pour que les personnes qui sont en situation de handicap puissent passer beaucoup plus facilement leur permis de conduire. Donc, c'est pareil, c'est une idée de mise en relation, une idée aussi très positive, très joyeuse, et vraiment, l'équipe Tout Permis était super contente d'être là. Et l'Orécy, je sais qu'ils m'ont dit qu'il y avait une grande boîte de culture qui était passée les voir, donc ils étaient super contents aussi de pouvoir être sur le stand. Donc il y avait beaucoup de passages, il y avait beaucoup de monde sur le stand Orange, donc j'espère que voilà, ils ont pu faire les rencontres qu'ils méritaient tous et toutes. C'est une directrice de Cultura qui l'a rencontrée sur Directrice de Cultura.
Ouais. Ouais. Du coup, on est un peu pris par le temps, mais il y a une question pour toi, mais dans le chat, je propose que tu la prennes de Ilem si tu la vois, Emmanuel, sur la low-tech et la sobriété énergétique qui te tient aussi à cœur, hein. Du coup, on enchaîne et on arrive au sport. Alors, mon ami Eric, c'est à toi, il te reste 10 minutes. Voilà. On t'entend pas, Eric. Pardon. Ça y est, ouais, j'ai appuyé sur le bouton. On va tenir ça. En fait, le sport, c'est important pour Orange, hein, dans bien des aspects. D'abord pour la marque, vous le savez, on est sponsor de beaucoup d'événements, des grandes équipes de foot, de rugby. On est présent pour la Coupe du monde de rugby et nous sommes partenaires des Jeux Olympiques. Et ce partenariat avec les Jeux Olympiques, il est très important parce que il a donné une direction en termes d'innovation pour le groupe, et vous en avez vu la résurgence pendant Vivatech. Donc déjà, les Jeux Olympiques, c'est quoi? C'est le fait d'être partenaire des Jeux Olympiques. Il y a une première mondiale, c'est que jamais un opérateur n'a pris la responsabilité de l'ensemble de la partie technologique, réseau notamment, mais pas que, euh, pour des Jeux Olympiques. Et donc nous, on a relevé le défi, on est les seuls, on est opérateur, le seul opérateur pour ces Jeux Olympiques. On travaille bien évidemment avec les autres partenaires, notamment avec Cisco sur les infrastructures, et on se pose la question avec les JO de cette notion d'impact, du RSE, et de ce qu'on appelle l'héritage. Et donc on a réfléchi à que ce que l'on fait, encore une fois, puisse servir dans nos territoires, pour nos collectivités, pour l'État et pour les citoyens français a posteriori. Donc c'est vraiment une question qui se pose systématiquement. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Être partenaire, ça veut dire dépenser pas mal de sous pour être partenaire, avoir son logo. Et nous, ce partenariat, c'est beaucoup ce qu'on appelle de la value in kind, c'est-à-dire c'est de l'échange marchandises. On va fournir la prestation télécom, donc on va fibrer l'ensemble des sites olympiques, les sites de préparation olympique, là où seront les équipes, on va travailler sur les fan zones, et tout ça, en fait, ça nous permet d'être le partenaire des Jeux Olympiques. Et pour ça, en fait, on a dû réfléchir aussi à quelles innovations on allait porter pendant ces JO. Et donc, on a lancé plusieurs dispositifs. Un dispositif interne. Donc, on a dit à nos collègues, les amis, on est partenaire des JO, vous avez forcément des idées innovantes, venez-vous nous les proposer. Donc, on a eu un challenge interne. On a eu un challenge externe, donc on a été voir des grands partenaires, l'INSRIA, le CEA, le Sport Unlimited, la FDJ, France Télévisions. On a mis tout ce petit monde autour de la table et on a dit, voilà, on voudrait faire un challenge avec des startups autour du sport, du RSE, et des technologies qui permettent l'accessibilité notamment. Et donc, on a reçu des startups, on a assessé toutes ces solutions et on en a choisi certaines, et dont certaines que vous avez vues pendant le Vivatech. Et donc là, quelques exemples. On a travaillé sur la 5G privée, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que la 5G allait apporter à ces Jeux Olympiques? Est-ce qu'on n'allait pas pouvoir apporter des fonctionnalités complémentaires? Et donc sur notre stand, on avait un drone qui était piloté par des équipes qui vont faire de la captation au plus près de l'action sportive grâce à de la 5G au travers d'un réseau privé que l'on crée grâce à des technologies qui sont inscrites à l'intérieur de la 5G. Donc, vous voyez, c'était pas complètement inutile de faire de la 5G. On peut créer ce qu'on appelle un slice, donc un réseau privé, qui a une fonction et un usage particulier. Là, en l'occurrence, c'est des drones qui vont filmer au plus près des acteurs. La 3D de volumétrique, vous le savez aujourd'hui, on va vouloir capter ce qui se passe en volume, parce que votre œil et votre cerveau voient et comprennent en volume. Donc pourquoi filmer à plat? Aujourd'hui, on a les outils et les moyens technologiques pour faire de la captation volumétrique. Donc on a fait ce travail, nous, pour le tester. On a capté en volume le champion olympique de freestyle en BMX. Et donc, pendant le stand, on pouvait voir en réalité augmentée ce qu'on avait capté en 3D volumétrique. Donc nous, chez Orange, on a dans nos laboratoires, à Lannion, à Rennes, des gens qui réfléchissent à quoi demain
en termes de captation et de restitution d'un spectacle vivant. Et donc, tout ça, ça doit passer par des réseaux. Donc, on pense les réseaux, mais on pense aussi ce qui va se passer dedans. On a travaillé, je vous l'ai dit, avec des startups qui travaillent sur le RSE. Donc, Touch2See, c'est vachement bien. C'est de se dire comment un aveugle peut aller dans le stade et vivre l'expérience. Mais en fait, grâce à la 5G, encore une fois, on va capter et analyser les mouvements des joueurs, identifier où se trouve la balle, et vous avez une espèce de petite plaque comme ça avec des picots qui remontent, et en fait ça permet en braille à la personne malvoyante de sentir où sont les joueurs et où se trouve la balle sur un terrain qui est retransmis sur cette petite plaquette. Donc là, en fait, c'est vraiment, j'ai des frissons quand j'en parle, c'est vraiment donner la possibilité à ces gens qui voient pas, de vivre le truc, parce que la spatialisation de ce qu'ils entendent, c'est vraiment quelque chose de très important. Et faire vivre à des gens qui sont avec une déficience physique, quelque chose avec les autres, c'est vraiment un enjeu pour nous. Audio, c'est à peu près la même chose, mais c'est améliorer la qualité du son, permettre à des gens qui entendent moins bien d'accéder à des explications ou ne serait-ce que juste la voix du speaker, mais dans des conditions qui sont améliorées pour l'utilisateur. Tout ça, encore une fois, en utilisant la capacité du réseau et le fait que, vous le savez bien, aujourd'hui au XXIe siècle, le son et l'image sont devenus des données réseau, puisque ça passe maintenant sur toute l'infrastructure réseau, alors qu'avant c'était une infrastructure dédiée à la vidéo son. Donc ça pose des questions. Comment est-ce qu'on fait ça? Refmate, donc ça c'est un jeune homme qui est brillantissime. Il est arbitre. Et il s'est rendu compte que pour former les arbitres, on avait du mal. On a du mal à les trouver, on a du mal à les former. En plus, les règles d'un sport, elles changent tout le temps. Donc, avoir une IA qui reprend les règles de sport et qui est capable de former un arbitre avec le niveau de connaissance qui est nécessaire pour former un arbitre, ça c'est intéressant. Donc ils ont formé cette IA, ils travaillent avec des sportifs dans différents sports, et en plus on les a un petit peu poussés, pour tout vous dire. On a travaillé avec le COJO, donc les gens des Jeux Olympiques, et avec Refmate, en leur disant mais votre truc là, on pourrait pas l'utiliser aussi dans les parcours expérientiels avant le spectacle pour donner de l'information, voire même pendant le spectacle, donner aux fans l'explication du geste de l'arbitre. C'est-à-dire que quand le type siffle sur le terrain, vous avez quelqu'un qui vous explique, il a sifflé parce qu'à ce moment-là, il avait marché 2 pas au lieu de 3, enfin, on s'est compris. Donc ça, c'est très intéressant. La touche de rugby, on a travaillé avec Karim Ghezal, qui est l'entraîneur de l'équipe de France de rugby, un des 2 entraîneurs, ils sont 2. Et donc Karim, qui est un type juste incroyable, a travaillé avec nous pour former les équipes à la touche. Et donc, en fait, on travaille avec les sportifs, avec leur coach, donc avec vraiment l'ensemble du staff, pour penser la formation des sportifs demain au travers d'une expérience qui est digitale et physique. Donc, on travaille sur la touche augmentée. Paralive, alors ça, c'est fantastique, c'est un travail qu'on fait avec l'INSEP, avec les plus grands sportifs, et on a la chance d'avoir dans nos équipes deux Olympiens. On a Romain Ménil, le perchiste, pareil, j'ai des frissons, qui est incroyable. Et on a Moez El Hassine, qui est un de nos escrimeurs français et qui va aux Jeux Olympiques encore une fois. Et donc, on a travaillé avec l'INSEP parce qu'il se trouve que aujourd'hui, on a besoin d'avoir des données biométriques. Mais pas que. On a besoin d'avoir des données à l'intérieur du corps. La chaleur du corps, votre niveau de sucre, votre niveau des différentes substances qu'on a dans le corps. Enfin bon, je suis pas un spécialiste de tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend ce qui se passe dans la chimie du corps. Et pour un athlète qui est un athlète paralympique, en fait, il est sur une chaise, et donc maîtriser sa chaleur, c'est quelque chose de complexe. Donc avec une start-up, on a créé une petite gélule que le sportif ingère, et ça renvoie des informations en 5G, en Bluetooth, en machin, enfin, plein de techno, mais ça nous donne des infos sur sa température. Et lui, ça lui permet de travailler et à l'entraînement et pendant ses compétitions sur la gestion de sa température, qui est un des éléments qui peut nuire à sa performance. Donc on voit bien que la technologie, qui peut être quelque chose d'atroce, quand on se dit que ça peut être atroce, encore une fois, ça peut être quelque chose de très positif.
Voilà. Justement, Eric, j'ai croisé moi El Hassine quand il préparait cette interview, la vidéo. Ouais. Et en fait, tu avais vraiment l'impression qu'il se préparait pas à une épreuve sportive, mais une épreuve de connectivité. Il était en train de régler sa montre, tous ses Mais ustensiles et tout. Et voilà, c'est assez bluffant. Enfin, moi, j'ai vu c'est les coulisses en fait de la préparation et c'est à la c'est fois très du sport important. et de la techno, quoi. En Et fait, du c'est coup, il nous reste ouais. 5 minutes. Eric, j'en profite. Donc, du coup, si vous voulez nous laisser un petit rôti, j'aime bien ce terme-là. J'aime bien savoir si ça vous a plu ou pas, si on doit continuer encore avec Emmanuel dans ce sens-là ou creuser et tout. Donc, vous nous mettez 1 si vous avez trouvé hyper mauvais avec Eric, ou 5 si vous avez apprécié, et si on peut aller plus loin sur la démo. Et du coup, il nous reste 5 petites minutes. Ça serait bien que tu nous fasses en 2 minutes et demie rêver encore sur le sport, Eric, et puis on fera un petit mot de la fin pour conclure. Ouais. En fait, avant de vous faire rêver, c'est d'abord connectez-vous. Hein, on est sur LinkedIn, on est accessible. Venez causer. Hein. On a la chance d'être ouvert, surtout côté innovation. Plus on travaille avec l'extérieur, plus ce qu'on fait a du sens. Et, encore une fois, hein, ce que tu décrivais, c'est non, il se prépare pas au digital et il continue de se préparer au sport. Mais il y a une vraie problématique de se dire voilà, un sportif de haut niveau. Il a besoin d'avoir des informations de plus en plus précises et de façon permanente. Et, ça, on le retrouve dans le sport. Et moi, qui suis très attaché au monde de l'e-sport, en fait, je vous donne un exemple qui est rigolo. Avant, dans l'e-sport, dans le gaming, c'était moins tu dors, plus t'es fort. Ils se disaient ça, les gosses. Et puis, un Ouais. jour, il y a les gens du sport qui sont arrivés dans le monde de l'e-sport et ils leur ont fait non, non. Donc déjà, tu vas bouffer de la salade, tu vas aller courir le matin, tu vas jouer de façon compétitive 3 heures, et après Ouais. tu vas faire 3 heures de jeu, mais casual, pour prendre du plaisir, reprendre du plaisir. Et tu vas Ah. utiliser l'ensemble des technologies pour améliorer la performance, donc avoir un meilleur usage de son corps, mieux se connaître Je suis d'accord avec. Tu pour parlais de s'oublier. Fortnite avec Emmanuel tout à l'heure. La plaie des Oui, adolescents, c'est certes, on est tous connectés, mais il faut être connecté intelligemment à dose normale et retrouver les joies. On parlait d'équilibre écran et tout ça. Il faut retrouver les joies d'aller en nature, en forêt, d'écouter, de parler à ses enfants. Enfin voilà, il y a il y des a gens un qui font équilibre à ça trouver, très quoi. bien. En Ah, fait, je vous invite à regarder ce que fait la collectivité Grand Paris Sud, qui travaille justement sur cette notion sport, e-sport, connectivité, donc digitale. Et eux, ils travaillent sur une notion qu'ils appellent le bien jouer. En fait, on peut le projeter sur d'autres choses. Le bien pratiquer le digital, le bien se sécuriser. Et tout ça ne dépend que d'une chose, prendre le temps d'accompagner les usages de façon à s'assurer qu'ils ne se font pas de la technologie. Et c'est ça notre enjeu. Et ça peut être une jolie conclusion. Écoute, on a beaucoup de 5 dans le chat, donc ça veut dire qu'ils ont bien aimé et qu'on va devoir encore bosser sur d'autres webinaire avec Emmanuel, tant mieux. Et du C'est avec coup, plaisir. parce que moi j'ai décidé une nouvelle règle. Quand ça marche pas, j'arrête, je change je fais plus. Voilà. Voilà, on a assez de bande passante. Du coup, un petit mot de la fin pour finir sur Vivatech, votre perception de Vivatech et de la RSE avec le groupe Orange. Donc Emmanuel, un petit mot de la fin rapide puisqu'il reste 2 minutes. Tu as 1 minute et Pierre, Eric aura 1 minute. Pour moi, c'est toujours une grande joie de pouvoir voir toute cette énergie. C'est vrai que je voyais sur le chat et peut-être cette année plus que les autres années à Vivatech. Alors, est-ce que c'était l'effet Elon Musk ou est-ce que c'était ou est-ce que c'est d'autres sujets? J'aurais encore souhaité encore plus de green. Alors, c'est vrai que même si on peut dire que la RSE est souvent présente dans plein de sujets, notamment on fait très attention à ce sujet-là, comme le disait Eric, c'est un incontournable côté Orange. Voilà, globalement, sur tout le stand, c'était un mini regret, mais sinon tellement d'envie, en tout cas, de toutes ces personnes qui se lancent. Moi, j'adore je vais vous parler quand même de 2 choses que j'ai bien aimées. Il y avait un gars qui est venu avec sa voiture complètement solaire, mais c'était tout
tout en polystyrène, quoi. Il y avait pas une vraie voiture. Et alors, je lui dis, mais combien de kilomètres on peut faire? Il me dit, 40 kilomètres. Et quand est-ce qu'elle sort, cette voiture? Parce qu'elle est complètement, elle marche que avec l'énergie solaire. Alors, même si on peut la recharger aussi, mais si on n'a que du soleil, on peut faire 40 kilomètres un jour, j'imagine, où il fait beau. Et donc, il m'a dit, on espère les premières commandes l'année prochaine, quoi. Mais voilà, j'adore ce genre de rêve. Et puis le deuxième moment qui m'avait aussi particulièrement touchée, et parce que ça fait lien aussi avec mon histoire perso, c'est alors je sais plus si j'ai leur carte avec moi, mais c'est une start-up qui fait des sous-vêtements et notamment des culottes pour les femmes qui ont eu des cicatrices. Et comme j'ai eu 5 césariennes, je leur ai dit que c'était dommage que ça sorte que maintenant parce que j'aurais été vraiment leur meilleure cliente. Et le polystyrène, c'est green ou Le polystyrène, non, mais je m'interroge. C'est ce proto, quoi. J'adore devenir avec un énorme proto à Vivatech. C'était une caisse à savon, en fait. Voilà. Eric? En fait, moi, je suis trop impliqué dans l'histoire. Donc, à chaque fois, je ressors de là, je suis impressionné par la taille du truc, mais je suis excessivement déçu parce que moi, j'aimerais voir plus de parcours. J'aimerais que ça soit plus lisible. J'aimerais que ça soit plus grand, en fait, qu'il y ait plus d'espace, qu'on puisse vraiment parler aux gens. Donc, en fait, moi, j'aimerais avoir plus de confort dans cette histoire. Il me manque une certaine lisibilité et aujourd'hui, c'est une entreprise commerciale, donc si vous voulez voir un parcours, faut payer en fait. Et je trouve ça dommage. Mais sinon, effectivement, ça montre la richesse de notre écosystème et je pense que c'est ça dont il faut se rappeler. La France, les amis, on est très fort. Juste, il faut qu'on se donne la main et qu'on travaille ensemble. Et quand ça se passe, on fait de la magie en fait. Et merci Eric. Il me reste à remercier notre public chaleureux qui nous suit tout le temps avec fidélité ou qui nous découvre. Également Emmanuel et Eric sur leur expertise toujours éclairante. Notre prochain rendez-vous est le dernier avant l'été, avant la plage, c'est le 7 juillet de 13 à 14 sur le même horaire. Et nous serons avec Nathalie Cabel, que vous connaissez toutes, qui est dans l'équipe d'Emmanuel, qui est partie 1 an en congé de respiration. Possibilité proposée par le groupe Orange et qui viendra nous parler de biodiversité. Et juste un dernier mot, je vous invite à vous inscrire à un salon qui s'appelle Sport Unlimited, qui a lieu le 29 et 30 juin à Paris, à côté de la Tour Eiffel. Ça vaut le coup de se déplacer. Sur la Sportec. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci. À bientôt.